Donc moi je vais enchaîner. C'est vrai que c'est un chapitre qui est très important et il y a beaucoup de situations. On peut pas bien sûr faire dérouler toutes les situations. Et donc j'ai choisi quelques vidéos sous forme de cas cliniques où on pourrait évoquer des mouvements normaux d'origine auto-immune. Bien sûr, l'idée c'est de dire que il y a certaines situations où le mouvement normal serait un petit peu l'acteur principal. Et donc, c'est lui qui va permettre le diagnostic, mais assez fréquemment, c'est une sorte de figurant. Et il faut savoir analyser la situation pour pouvoir améliorer la sensibilité, la spécificité en faveur du caractère auto-immun de ce mouvement anormal. Alors, j'essaie de donner chaque fois un titre, un peu à chaque cas clinique, qui va refléter un petit peu le... Alors, une danse immobile, c'est quand même bizarre, donc... C'est le cas d'une patiente, bon, qu'on avait hospitalisée à Tanger, je pense que Hicham Fadil n'est pas là. Alors, voilà, c'était une impotence fonctionnelle généralisée. Donc, je vous montre la vidéo. Donc, il y a des mouvements involontaires, on va dire, oui, choréiques, myocloniques, bon. Toujours les mouvements anormaux, ça pose problème dans la sémiologie. On va dire, juste pour faire un peu, pour les plus jeunes, bon, c'est un peu un flux continu de mouvements, très important en faveur du caractère choréique, et c'est un peu totalement imprévisible. Hein. Vous allez voir que parfois c'est la main gauche, parfois c'est la main droite, suite, par la suite c'est le membre inférieur, puis la face, puis les yeux, puis le tronc. Cette anarchie totale, avec un flux continu, fait qu'on est devant une chorée généralisée. Donc, les sourcils, c'est très intéressant, très en faveur d'une chorée généralisée. Un problème, regardez cette patiente, qu'est-ce qu'il avait? Lorsqu'on lui demande de tenir la main, ben, il est déficitaire. Bon, il peut pas. Bah, en tout cas, il n'arrive pas à soulever. Oui, je lui demande ici de garder les membres supérieurs comme ça. Regardez par exemple l'axe. Voilà, la lâche, il y a de la chorée et il tombe. Pourquoi j'ai parlé d'une danse immobile? Est-ce que vous avez un diagnostic? Oui, donc comment expliquer le fait qu'il ne soulève pas? Ça a été dit. Pardon, juste d'un point de vue sémiologique, parce que Hicham avait parlé de myoclonie. Oui, en fait, bon, c'est le caractère très bref. Oui, mais les choréiques, ils ont ça parfois. Voilà. Donc c'est juste pour un la sémiologie. Un sursaut bref qui fait partie du mouvement choréique. Fait évoquer. D'ailleurs, le principal diagnostic des myoclonies, c'est la chorée. Oui, mais tout à fait d'accord. Donc, la chorée généralisée, avec le fait qu'il ne peut pas soulever, ne peut pas s'asseoir, c'est la grande hypotonie. Parmi les manifestations de la chorée, il y a de l'hypotonie. Là, c'était de l'hypotonie très importante. D'ailleurs, on a publié ce cas. Il a une appellation, ça, c'est ce qu'on appelle la chorea paralytica ou chorea mollis. On avait publié ce cas. C'était lié à une chorée de sidéname avec une hypotonie extrême où la patiente ne pouvait même pas s'asseoir à cause de la grosse hypotonie. Les aslos étaient positifs, il y avait une valvulopathie, c'était post-infectieux, c'était typique pour une chorée de sidéname, avec une disparition au bout d'une semaine sous pénigé, aldol et corticoïdes. En une semaine, pratiquement 10 jours, il a repris une marche normale, cette jeune. Voilà, donc c'est un cas, de moins en moins, on va voir bien sûr ces patients, et peut-être pas ce genre de chorée paralysante qui est quand même rare dans l'absolu. Alors, il y a des cas qu'on a eu à discuter, mais pour le besoin, je suis obligé bien sûr de le refaire parce que parfois il y a des messages très importants à faire passer. Donc un psyché mortel, donc juste pour annoncer la couleur que c'était, il y avait du diagnostic d'atteinte psychique ou psychiatrique, or le patient allait décéder. D'accord? Voilà, donc c'est un patient, là vous allez avoir plus ou moins le diagnostic facilement, il y a certains qui peut-être connaissent, voilà, un trouble de la marche depuis peut-être plusieurs mois, voire même années,
pris comme une marche psychogène, hospitalisé en médecine interne pendant 2 à 3 mois, diagnostic de SPA retenu. Et vous allez voir un petit peu cette marche qui ne ressemble pas à grand-chose. Et le patient décrit qu'il a des troubles de la marche et puis voilà. Même les bras, mais regardez le grimace de la face. Hein. Mais ça vous rappelle un peu parfois les pseudo-déficits psychologiques. Ils ont souvent parfois des grimaces un petit peu. Je comprends que certains peuvent prendre ça comme étant quelque chose de psychologique. On va voir dans la discussion que la médiane de diagnostic, elle est quand même de 3-4 ans. Et 60% sont pris pour des déficits ou des TNF, des troubles neurologiques fonctionnels. C'est pas surprenant de les prendre comme étant pas de déficit moteur. Alors, ce patient, moi, lorsque je l'avais vu, il y avait beaucoup de médecins. J'avais des suspicions diagnostiques. Et c'est un patient qui me disait que parfois il a fait 2 chutes traumatisantes et il fait des épisodes de gêne respiratoire tellement intenses qu'il part aux urgences pour de l'oxygène. Il prend de l'oxygène pendant 5 minutes, 10 minutes et tout rentre dans l'ordre. Donc ça renforce un petit peu le caractère psychologique pour certains. Donc je lui ai demandé de me ramener s'il a une vidéo de ces crises. Il m'a dit oui, j'ai une vidéo de ces crises et j'ai même une vidéo de la chute qui a été prise par une caméra d'un local où il allait acheter une coque de son portable. Donc je lui ai demandé de me les ramener. Voilà, donc les chutes à répétition, c'était ça, il était en train d'acheter Bon. Vous allez voir, lorsqu'il va faire demi-tour, c'est lui qui est en bleu. Donc voilà, donc vous allez voir que, voilà, une chute en bloc, et ça, on est d'accord, on n'est plus dans quelque chose de psychologique, c'est tellement... un peu, oui, il est tombé quand même, le visage. Il ne serait pas tombé sur le visage et une chute vraiment, on a vu qu'il n'arrive même pas. Et puis pour les dyspnées, vous allez voir, c'est quand même très sérieux. Il est en arrêt pratiquement ce patient, avec une cyanose extrême. Et voilà, donc là, vous avez le diagnostic, c'est quand même une forme très sévère d'un stiff person syndrome. Donc il ne faut pas oublier, bien sûr, que le stiff person syndrome peut donner des crises apnéiques sévères qui peuvent entraîner le décès. Ah oui, il y a souvent, on va le voir dans la littérature, hein, c'est un diagnostic qu'il ne faut pas rater. Et chaque fois que vous avez une raideur des membres inférieurs, il y a la forme limbe. Stiff person, c'est la plus fréquente. Il faut rapidement doser les anticorps anti-GAD pour ne pas passer à côté. Donc voilà, les anticorps anti-GAD étaient positifs. Dans le stiff person, on n'est pas obligé de les faire dans le LCR. Parce que le tableau est typique et le MG est typique, c'est le sang, alors que dans les encéphalites limbiques, anti-GAD, il faut les doser dans le LCR pour prouver un petit peu la spécificité des anticorps, parce qu'ils sont quand même fréquemment positifs, notamment en population diabétique. C'est possible. Un seul membre, raide. Oui, c'est un limbe. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier, hein, le raideur de membres, un seul membre, demandez quand même les anti-GAD. Exactement. Exactement. Voilà, donc on a mis de la toxine un petit peu au niveau des muscles paravertébraux. Et c'est un patient qui, là, je pense qu'il s'est encore amélioré, ce patient, avec le traitement, et surtout qu'on l'a mis à l'abri il ne fait plus de gêne respiratoire. Il s'est nettement amélioré avec les traitements. Regardez le temps pour avoir un diagnostic dans les formes classiques, 54 mois. Et si vous regardez, bien sûr, quels sont le diagnostic le plus souvent, le faux diagnostic, c'est les troubles neurologiques fonctionnels. C'est un petit peu, c'est pareil, hein, dans la littérature, c'est souvent pris comme ça. Donc il faut y penser, ce syndrome. Alors bien sûr, il y a quelques cas d'arrêt respiratoire avec 2 décès dans les cas décrits par arrêt respiratoire au cours d'un stiff person. Donc il faut pas oublier bien sûr cette complication, certes rare dans l'absolu, mais toutefois possible. Alors, troisième cas, bon, on l'avait intitulé quand l'encore plus rare mime le rare. Donc, on va voir déjà une pathologie rare et qui est mimée par une pathologie encore plus rare.
Alors, 39 ans, depuis 14 mois, troubles de la marche et de l'équilibre, des troubles visuels et des troubles de la parole avec une notion de perte de poids. Voilà, donc je vous montre un petit peu sa marche. Donc on est dans l'atelier mouvement normand. Il n'y a pas de l'hyperkinésie, mais c'est un peu l'inverse, ça, c'est de l'hypokinésie ici. Donc regardez un patient quand même ataxique, mais très akinétique, avec quand même une difficulté à ouvrir les yeux, une sorte d'apraxie d'ouverture des yeux. Pardon? La bouche, oui, il a une dystonie quand même, oui, de la bouche, et une dystonie oromondibulaire en fermeture. Regardez, ses réactions posturales, elles sont pratiquement nulles. Ça veut dire le fait de faire un test de la poussée, pratiquement il tombe en bloc. Alors, son oculomotricité, il avait une paralysie de latéralité, de verticalité, donc une sorte d'ophtalmoplégie, mais le réflexe oculocéphalique, que ça soit horizontal ou vertical, était normal. Ça veut dire que la paralysie était une paralysie de fonction et non pas une paralysie élémentaire. Regardez ce faciès avec cette dystonie effectivement oromondibulaire associée. Non, je pense qu'il était en train de parler parce qu'il avait une dysarthrie importante aussi, pratiquement une anarthrie. Voilà, et cette akinésie extrême, paralysie de l'oculomotricité, verticale plus particulièrement, akinésie extrême, même pouce index, il ne pourrait pas le faire. Donc, est-ce que vous avez un diagnostic d'une maladie qui ressemble à ça? Une PSP, c'est un syndrome parkinsonien, symétrique, non tremblant, avec réaction posturale nulle, paralysie de la verticalité. C'est une forme de Richardson d'une paralysie supranucléaire progressive, parce qu'actuellement, il y a 6 sous-types dans les paralysies supranucléaires progressives, dont la plus fréquente, c'est la forme de Richardson. Sauf que là, c'est quoi un petit peu qui vous a dérangé pour cette pathologie? Avant, l'âge. 39 ans, c'est quand même bizarre. Avoir une PSP à 39 ans, c'est pas du tout classique. Donc, il est quand même jeune. Et trop sévère. Pour 14 mois d'évolution. Hein. S'il était à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on serait dit oui, possible. Il tombait beaucoup, hein. Exactement. Et donc, à 14 mois, il était très sévère. Donc, c'est quand même un drapeau rouge. Hein. Rappelez-vous, le matin, professeur Honoraï vous a présenté des cas de PSP très atypiques, trop rapides. Hein. C'est un autre cas. Le sommeil, je pense pas qu'il y avait des choses particulières dans le sens de RBD, c'est ça? Oui, parce que c'est intéressant de chercher dans ces cas s'il y a des troubles du comportement au sommeil paradoxal, pas dans le sens d'une synucléopathie, parce que là, visiblement, dans une PSP en entéopathie, mais plus dans un type d'anticorps qu'il faut aller rechercher particulièrement. Alors, l'imagerie. Alors, première chose très intéressante qu'il ne faut pas rater, une PSP aussi sévère et un mésencéphale normal. C'est quand même bizarre. Première chose à remarquer. Et puis, bien sûr, cet hypersignal au niveau de la région tectale, elle est périaqueducale, et donc on est un petit peu aussi au niveau de la localisation, parce que dans les PSP Richardson, sur le plan anatomopathologique, les lésions d'autopathie prédominent au niveau de cet endroit. Donc là, c'est une pathologie potentiellement auto-immune qui prédomine au niveau de cet endroit. C'est pourquoi il y a une similarité par rapport à la sémiologie. Et donc, bon, il y a tout normalement des choses qui peuvent mimer le PSP Richardson dans les étiologies auto-immunes. Il y a 3 anticorps qu'il faut aller rechercher dans ce cas de figure. Alors, le LCR, cytochimie normale, présence de BOC, un autre indice quand même en faveur du caractère. Il y a quelque chose d'inflammatoire qui se passe aussi au niveau du système nerveux. On avait demandé cuprémie, cuprurie. Pourquoi? Parce que cette région tectale est très touchée au cours de la maladie de Wilson aussi. Il y a parfois des formes Wilson
sans atteinte des noyaux gris, avec une atteinte de la région tectale. Tout à fait possible, hein, avec souvent une atrophie, etc., etc. Mais bon, c'est quelque chose qu'on avait fait négatif. Alors, TEP scan, on avait une masse médiastinale qui était ici, ils étaient, on va dire, hypermétaboliques. Et puis une autre au niveau de la fosse iliaque droite. Voilà, c'est ce qui est écrit aussi même sur l'imagerie morphologique. L'échographie testiculaire, en fait, il y avait testicule ectopique, et cette lésion, c'était finalement le testicule ectopique qui était en hypermétabolisme sur le PET. Alors, sur l'échographie, il y avait des calcifications au niveau du testicule ectopique. Les calcifications, c'est quelque chose qui peuvent suggérer quelque chose de malin. Alors, les anticorps, voilà, il y a actuellement une des publications assez homogènes de ce cadre, hein, qu'on appelle les PSP-like, tellement de plus en plus fréquentes que ça devient une certaine entité auto-immune qu'il ne faut pas rater. PSP-like rapide, il faut demander. Alors, vous allez voir que tous les critères, et là, notre patient, moins de 4 ans, aigu, subaigu, il faut chercher s'il y a une néoplasme, s'il y a par exemple des BOC au niveau du LCR, etc., etc. Donc, notre patient était dans les critères diagnostiques de cette entité. Les anticorps qu'il faut rechercher sont au nombre de 3. IGLAN 5, EMA2 et RI sont les 3 anticorps qui peuvent être associés ici. C'était les anti-RI qui étaient positifs chez ce patient. Et donc, anti-RI, c'est généralement paranéoplasique. Bon, qu'est-ce qu'on avait fait? Bien sûr, on est parti logiquement rechercher. On a enlevé le thymus, il n'y a rien. On a enlevé le testicule ectopique, il n'y a rien. On a rediscuté avec l'anatomopathologiste qui a relu et relu, il n'y a rien. C'est un patient qui a été mis sous immunoglobulines, mais on est convaincu qu'il y avait une tumeur quelque part, ou que la tumeur s'est nettoyée dans le cas de cette hypothèse de burn-out, qui a été discutée le matin par professeur Honora, que peut-être les syndromes paranéoplasiques, les lésions tumorales sont tellement minimes, on peut ne pas les trouver, peut-être. A priori, on est dans ce cas de figure. C'est un patient malheureusement qui est décédé après quelques mois parce que le tableau il est foudroyant. On avait un autre patient qu'on attend toujours peut-être pour faire les IGLAN 5. Peut-être on pense que ça pourrait être ça parce que les deux autres anticorps sont négatifs. Alors, cas clinique 4, une polyphonie du mouvement. Alors, c'est un patient que j'ai vu, on m'a appelé de le voir en réanimation pour des mouvements normaux. Alors, son histoire. C'est un homme de 35 ans, qui avait des troubles psychocomportementaux et des algies diffuses à peu près 2 semaines à 3 semaines avant l'hospitalisation, avec un ferbiricule qui était à 38, parce qu'il a été mis sous olanzapine pour ses troubles psychocomportementaux. Et donc, c'est un patient qui vient en réanimation avec un syndrome parkinsonien, bon, en tout cas une rigidité, de la dysautonomie, une fièvre à 38. Vous allez évoquer... C'est le message qui a été véhiculé le matin. Un syndrome malin des neuroleptiques. Pensez au NMDA. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. C'est un message qui est clé. Alors. Exact. Une histoire psychiatrique. Tout à fait d'accord, oui. Et que tout est relativement dans le sujet. Exactement. Alors, je vais vous montrer que les vidéos, bon, j'ai mis une polyphonie. Vous allez voir qu'il y a tellement de types de mouvements anormaux. Chez le même patient, en une seule visite, vous allez trouver beaucoup de choses, et ça, c'est très suggestif. Regardez, par exemple, ici, ce patient. Alors, qu'est-ce qu'on va noter? Une catatonie. Regardez la tête, elle est comme ça. Elle est fléchie. Ça, c'est des stéréotypies. Donc, catatonie stéréotypée. Déjà, 2 types de pathologie du mouvement. Regardez les sueurs. J'ai même filmé un petit peu la tachycardie à la dysautonomie extrême. Il passe de 70 à 150. Rapidement, il fait des fluctuations tellement avec, voilà, regardez cette catatonie. Et aussi, ça peut être interprété aussi comme une catatonie. Il reste toujours comme ça, avec des stéréotypies. Donc déjà, 2 types de mouvements. Alors, autre mouvement, regardez, qu'est-ce qu'il a aussi? Des myoclonies stimulo-induites. Voilà, chaque stimulation, ça induit des myoclonies. Donc un autre type de mouvement anormal chez le même patient.
Vous avez vu un petit peu la bouche aussi? La bouche, il fait des petits mouvements, hein, qu'on va voir ici sur un grand plan. Voilà, regardez. De la choréodystonie aussi avec ces mouvements ici. Voilà, donc il y a un pléthore de mouvements anormaux chez le même patient dans un milieu de réanimation. Pensez aux anti-NMDA. Après un épisode, effectivement, les anti-NMDA, très en faveur aussi. Hein. C'est vraiment ce patient, il y avait un petit peu l'évolution typique de cette maladie, troubles psychocomportementaux. C'est pas la femme toujours, hein, ça peut être l'homme. Troubles psychocomportementaux, et puis ils s'aggravent, ils peuvent criser, faire des crises, ils passent en réanimation à cause de la dysautonomie, il y a l'apparition des mouvements normaux, ils peuvent décéder à cause d'une dysautonomie ou autre. Alors, les anti-NMDA positifs dans le sang, dans les LCR, malheureusement, mon avis était un petit peu tardif. Lorsque je l'ai vu, j'ai démarré quand même les anticorps, les corticoïdes et les immunoglobulines. Il s'est amélioré, mais un matin, on est venu, on l'a trouvé en mort subite. Donc peut-être qu'il a fait soit une embolie pulmonaire massive, soit une forte dysautonomie, parce que si on tarde, c'est généralement le risque, c'est finalement de faire des morts subites liées à la dysautonomie, alors que c'était un patient potentiellement peut-être sauvable au début, parce que peut-être c'est un message. Moi, je pense qu'il y a des choses à discuter avec les psychiatres. Moi, je pense que le recrutement psychiatrique de ce genre de pathologie est très important au Maroc, et je pense que les psychiatres, ils ont tendance à mettre des traitements symptomatiques chez la femme jeune ou ce genre de patient, alors qu'il faut peut-être les diagnostiquer à ce stade. Alors, voilà, anti-NMDA, le message, regardez, d'abord des prodromes et puis au bout de quelques semaines que les mouvements normaux apparaissent. Donc, quel est le message? Mouvements normaux après une sémiologie psychiatrique, a fortiori syndrome malade neuroleptique, et lorsqu'il y a une polyphonie de mouvements, beaucoup de mouvements avec une prédominance faciale, pensez aux anti-NMDA. Alors, cinquième cas, une crise si caractéristique, ça a été discuté aussi par Wafa. Voilà, un patient qui vient me voir. Bon, j'ai pas mis sa vidéo parce que bon, il est dans le domaine médical, donc il veut pas. Donc, il me disait que il a été vu depuis une semaine, moins d'une semaine, quelques jours, il a des tics. Il les appelait comme ça. Il a des tics, ça veut dire il a des contractions de l'hémiphase et un petit peu de comme ça. Il est en train de discuter avec moi, et il fait comme ça, bon, le diagnostic est fait, parce qu'une fois on voit cette crise, on a le diagnostic très facile, et c'est un patient chez qui, bien sûr, les anti-LG1 étaient positives, et traités dans la foulée par des corticoïdes MMF. Actuellement, il est à 2 ans de recul, c'est un médecin qui exerce, il n'a même pas le moindre atteinte cognitive. C'est pourquoi c'est des choses qu'il faut poser le diagnostic rapidement et traiter parce que c'est évolutif et ils finissent par une atteinte limbique, généralement avec les troubles, bien sûr, cognitifs, axés surtout sur la mémoire. Et là, voilà, donc, regardez, c'est tellement typique. Voilà, cette contracture. Le membre supérieur est généralement toujours impliqué, ça c'est 80% des cas. Voilà, mais c'est tellement suggestif pour les plus jeunes. Une fois, vous allez le voir une seule fois. Il faut le mimer. Il faut les mimer. Il faut pas. J'ai eu aussi d'autres patients. Ce que je fais, je prends une vidéo sur YouTube et je la montre à la famille. Est-ce qu'il fait ce genre de mouvement normal? Il y a parfois des familles, c'est exactement ça ce qu'il fait. Lorsque les mouvements ne sont pas tellement fréquents pour améliorer, bien sûr, le rendement diagnostique. Et voilà, donc là, le mouvement normal, c'est un vrai acteur de la maladie puisque ces crises dystoniques facio-brachiales, c'est généralement au tout début, ils sont pas toujours là, 30 à 40% des personnes, mais ça vous permet le diagnostic d'emblée. Si on fait rien, ça suit les troubles neuropsychiatriques et l'atteinte cognitive, l'atteinte dysautonomique. Souvent, ils ont une hyponatrémie, bien sûr, si on fait le dosage. Si ce patient n'était pas là. Voilà. Donc, pensez rapidement à cette pathologie. Entre spasme et insomnie. Alors, c'est un patient qui a une myasthénie auto-immune et un thymome, et puis, depuis quelques semaines, il rapporte une insomnie sévère, des troubles psychocomportementaux, un syndrome confusionnel, des hallucinations, une dysautonomie et des contractures musculaires que je vais vous montrer ici.
Regardez un petit peu comment vous allez interpréter ça. Oui, de grosses myochimie quand même. Oui, c'est finalement une neuromyotonie. Bon, puisqu'on est en train de parler de l'auto-immunité. Morvan, pourquoi Morvan? Parce qu'il y a l'atteinte, oui, il a l'atteinte encéphalitique. C'est un patient qui avait quand même des choses vraiment discrètes. À la limite, on pourrait se dire est-ce que oui ou non, mais moi je les ai retenues vu le contexte, vu le contexte. Mais ailleurs, on pourrait se dire c'est limite, mais on pourrait se demander est-ce que là, il n'y a pas vraiment un problème. Mais bon, si j'avais vu ces tirs en dehors d'un contexte, peut-être que j'allais pas. Alors il y a bien sûr un EMG avec des salves de type neuromyotonie avec quelques myochimies doublées, triplées, surajoutées, donc en faveur de cette pathologie. Donc c'est un patient qui avait des anti-VGKC positifs, mais c'était pas spécifique, et par la suite on avait redemandé la spécificité des anti-CASPR2 avec une bonne évolution sous immunoglobuline et sous rituximab, presque asymptomatique, quoique c'est un patient qui s'est aggravé récemment, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est suivi au service par la suite, mais voilà. Donc, syndrome de Morvan, c'est une association d'une encéphalite axée sur une insomnie sévère, de la dysautonomie, associée à une neuromyotonie. Lorsqu'il est isolé, on l'appelle neuromyotonie d'Isaac. Et ce syndrome de Morvan, pour les plus anciens, on l'avait lu sous la chorée fibrillaire de Morvan. En fait, parfois les myochimies sont tellement ondulantes que ça donne l'impression d'une chorée fibrillaire. Et ça a été appelé comme ça initialement, mais en fait, c'est une sorte de grosse myochymie chez ces patients. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Bon, le message, c'est très difficile de raisonner pour chaque sémiologie. Qu'est-ce que ça va donner? Tout à fait possible, mais vous allez remarquer que tout peut donner tout. Toute la sémiologie pourrait être donnée par beaucoup d'anticorps. Chaque anticorps pourrait donner beaucoup de sémiologie et vice-versa. Et puis voilà quelques points clés à retenir. Bien sûr, on ne pourrait pas faire tout le chapitre des anticorps, mais ça me semble hyper compliqué d'évoquer un anticorps anti-Kelch2 sur la présence d'un mouvement normal un peu bizarre. Donc souvent, c'est des surprises généralement en biologie. Alors les choses à retenir, c'est que les mouvements normaux sont fréquents au cours des pathologies auto-immunes et qu'il y a généralement deux grands scénarios. Soit que ce mouvement normal est intégré dans le tableau neurologique polymorphe, crise, troubles psychiatriques, dysautonomie, soit ils peuvent être un mouvement normal inaugural et qu'il constitue la principale, la principale manifestation de la maladie. Les anti-NMDA donneraient généralement des mouvements normaux qui sont un peu polymorphes, avec à la fois de la catatonie, des mouvements choréiques, de la stéréotypie, avec quand même quelque chose de prédominant au niveau bucco-facio-lingual. Les anti-LG1 entraînent typiquement les dystonies facio-brachiales, qui sont souvent inauguraux comme mouvement et très évocateurs. Donc c'est un autre message important. Alors, les anti-CASPR2, ça peut donner un peu de tout, avec assez fréquemment de l'hyperexcitabilité périphérique. Le spectre des anti-GAD, dont on a parlé, ça peut être un STIF, bien sûr, au niveau des membres inférieurs, ça peut être ici au niveau axial, et ça peut induire parfois des pathologies ou des symptômes graves tels que les problèmes dyspnéiques. Alors, bien sûr, quand évoquer le caractère auto-immun d'un mouvement normal, c'est aussi lorsque il y a quand même des signes un peu systémiques, ou lorsque on a mis des corticoïdes et ça marche très très bien. Il ne faut pas oublier qu'il faut même a posteriori redemander des anticorps pour faire la part entre une pathologie aiguë et donc monophasique, ou plutôt une pathologie où il y a un anticorps qui va en quelque part médier la chronicité, et auquel cas on va penser à des traitements de fond, et non pas par exemple l'exemple typique, la choroïdécidénam, on est dans quelque chose généralement de monophasique, quoi qu'il peut rechuter bien sûr, auquel cas on traite de façon monophasique, on arrête, alors qu'un anti-LG1 ou un anti-NMDA, on est dans une tendance à mettre un traitement de fond parce que forcément ce sont des maladies chroniques. Et puis voilà, l'immunothérapie est efficace. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique aux mouvements normaux? Dans un syndrome parkinsonien, la L-Dopa ne va pas marcher, bien sûr, forcément. Dans une catatonie, on peut mettre des benzodiazépines, ça pourrait marcher. Dans un mouvement hyperkinétique choréique,
On pourrait donner, bien sûr, des traitements neuroleptiques, bloqueurs dopaminergiques comme traitement symptomatique, mais le traitement, bien sûr, c'est d'abord un traitement éthiopathogénique basé sur l'immunothérapie qu'on connaît tous. Voilà, merci, c'était ma dernière diapo.